Depuis 2006, le journal The Economist établit chaque année son indice de démocratie, qui analyse 165 pays sur la base de 60 critères permettant de les classer en démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Depuis 20 ans, les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la Suisse trustent les premières places de ce classement, tandis que l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Birmanie, la Syrie et le Turkménistan semblent régulièrement abonnés aux dernières places. Mais le fait marquant ces dernières années, rejoignant sans doute d'une manière presque objective notre perception à toutes et tous, c'est la baisse globale de l'indice de démocratie dans son ensemble. Entre les pays où la démocratie à part entière a glissé vers des formes plus ou moins hypocrites d'ordolibéralisme, suivez mon regard vers le traitement français des manifestations démocratiques depuis 10 ans, par exemple, ceux où le pouvoir judiciarise à outrance son traitement des oppositions, ceux où la libre circulation des biens l'emporte plus ou moins définitivement sur celle des personnes, il semble bien que l'autoritarisme s'est aisément glissé, sous divers prétextes, dans le nid douillet de la démocratie. Entre violences policières bien réelles, régulièrement dénoncées un peu partout, étouffement jamais vu depuis 1945 de la presse authentiquement indépendante, mécanismes institutionnels conduisant à des blocages également rarement vus dans le passé, surtout après des dissolutions que l'on peut, en restant poli, qualifier d'hasardeuses pour le moins, ou émergence de figures outrancières, parfaitement droites dans leurs bottes, pour réduire les libertés qui ne leur conviennent pas. Et là, bien sûr, la figure de Donald Trump semble s'imposer nettement devant toutes les autres. La démocratie semble parfois bien mal embarquée, voire à bout de souffle. Une question est alors tentante. La démocratie est-elle donc devenue obsolète ? Et même, puisque l'on parlait de complotisme dans Planète B il y a quelques semaines, d'une obsolescence programmée. Une fois de plus, nous allons nous tourner vers la science-fiction, récente ou un peu plus ancienne, non pas pour prédire quoi que ce soit de notre futur, mais pour mieux appréhender notre ici et maintenant et agir sur lui le cas échéant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la science-fiction dite de l'âge d'or, dont on se demande parfois un peu pourquoi on persiste à vouloir l'appeler comme ça, ne s'est pas beaucoup foulée lorsqu'il s'agissait d'imaginer des formes de gouvernement, et moins encore d'en examiner les détails de fonctionnement. Et cela, même lorsqu'il s'agissait de civilisations résolument extraterrestres. MISA propose that the Senate give immediately emergency powers to the Supreme Chancellor. Au-delà même d'un anthropomorphisme politique parfois difficile à dépasser, et en admettant que ce n'était sans doute pas leur propos principal, les œuvres des années 1930, 1940, 1950 et 1960 pullulent de républiques dotées de constitutions ressemblant furieusement à celles des États-Unis d'Amérique, de royaumes tout droit décalqués du Moyen-Âge européen, avec des variations éventuelles du côté de l'Antiquité ou de la Renaissance, de dictatures parfaitement totalitaires renvoyant le nazisme ou le stalinisme au rang d'aimables bluettes, et bien sûr d'empires où Rome et Byzance se seraient rajeunis en absorbant des doses massives d'impérialisme réputé bienveillant puisqu'américain. Même des monuments longuement célébrés, à l'époque et depuis lors, comme la série initiale des fondations d'Isaac Asimov, le Starship Troopers de Robert Heinlein, bien avant sa réjouissante lecture parodique par Paul Verhoeven, ou la kyrielle de romans dopés aux humains surhumains conçus par Alfred van Vogt, ne s'écartent guère de ces motifs pour le moins convenus. La spéculation politique sur la forme du gouvernement n'est sans doute pas leur priorité, et leur imagination s'exerce certainement dans d'autres domaines. Et l'on pourrait bien sûr longuement gloser sur les formes politiques ultra simplifiées, pour ne pas dire simplistes, adoptées longtemps par la saga Star Wars, qui avait de toute façon d'emblée une trentaine d'années de retard sur ce que la science-fiction littéraire était capable de produire. Mais il y a désormais sur ce plan des choses intéressantes dans les derniers développements du monstre. On en parlera sûrement tôt ou tard dans Planète B. I accept the office of the president of the 12 colonies of Cobol. Pourtant, dans ce flot impétueux de clichés gouvernementaux ayant coulé pendant plus de 30 ans, d'heureuses exceptions existent et peuvent titiller notre curiosité. On notera ainsi Philippe Cadic et sa loterie solaire de 1955.
Reprenant sous une forme joliment vicieuse le thème de la loterie à Babylone de l'Argentin Jorge Luis Borges en 1944, il imagine savoureusement la part du tirage au sort et du hasard, orienté ou non, dans la désignation des gouvernants, renouant ainsi en mode tragicomique avec une modalité citoyenne que plusieurs républiques du passé plus ou moins lointains, ou même fort proches, si l'on en croit certaines récentes grandes conventions citoyennes, néanmoins très peu suivies des faits, ont bien utilisé, parfois plus souvent qu'on ne le croit généralement. Cyril Kornbluth et Frédéric Paul s'étaient emparés des études marketing et de la publicité dans leur Planète à gogo de 1953, qui constituait bien une forme hilarante de réflexion sur le dévoiement de la démocratie par l'argent fou de la consommation capitaliste. Une nouvelle de 1955 a voté, sous la plume d'Isaac Asimov lui-même, comme quoi s'emparait, elle, de la manie des sondages et de ceux dont c'était déjà le nom. Nouvelle dont Clémence va maintenant vous parler. Imaginez que vous êtes désigné pour représenter à vous tout seul l'électorat de votre pays. Grosse pression, hein ? Comment est-ce que vous avez été choisi ? Par un superordinateur, évidemment. C'est ce qui arrive à Norman Muller dans la nouvelle À voter, publiée en 1955. Dans ce court récit futuriste, on est en 2008, Isaac Asimov imagine une société où la démocratie est optimisée à l'extrême par un superordinateur, multivac, archi-calé en statistiques. The answer to the great question of life, the universe and everything is 42. 42! Multivac sous-pèse toutes sortes de facteurs connus, des milliards de facteurs. À vrai dire, il possède déjà la plupart des renseignements dont il a besoin pour régler les élections, tant nationales que communales. Et la démocratie dans tout ça ? On vous l'a dit, Multivac est très fort. On peut amener n'importe quel Américain à Multivac pour faire examiner la tendance générale de son esprit et, d'après cette tendance, évaluer celle de tous les autres habitants du pays. En fait, Multivac comprend vos sentiments mieux que vous ne les comprenez vous-même. Grâce à sa puissance prédictive, le superordinateur est donc capable de déterminer le résultat de l'élection à partir d'un seul et unique vote. Pratique, non ? Plus besoin de convoquer des millions de citoyens pour voter. Plus besoin de campagne électorale, plus besoin de compter et recompter les voix pour chaque candidat. Une amélioration de la démocratie, finalement. En poussant à l'extrême cette logique statisticienne, Asimov fait ressortir toute l'absurdité d'un système qui se présente comme le nec plus ultra en termes de démocratie, mais a réduit l'ensemble du corps électoral à son expression la plus minimale, un échantillon de 1, dont on se demande de quoi il peut encore être représentatif. Au passage, il soulève des questions tout à fait contemporaines. Quelle est l'influence des technologies sur le processus démocratique ? Et quid du libre arbitre des électrices et des électeurs face aux modèles mathématiques et statistiques ? Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté ? La science hors fiction s'intéresse depuis longtemps à l'influence potentielle des sondages électoraux sur le résultat des votes. En d'autres termes, est-ce que l'avalanche de sondages donnant tel ou tel candidat gagnant ne risque pas de déboucher sur une prophétie autoréalisatrice ? Bilan peu concluant. Beaucoup d'études ont été menées, mais elles ne parviennent pas à mettre en évidence des effets significatifs. Dans la SF, en revanche, la statistique prédictive est un sujet particulièrement fécond. Par exemple, si je vous parle d'une science dont le but est de prévoir l'histoire en combinant psychologie, sociologie, modèles mathématiques et analyse statistique complexe, ça vous dit quelque chose ? Bingo, c'est la psychohistoire développée par Asimov, encore lui, dans le cycle de Fondation. Un concept qui sert de base narrative pour explorer la prédiction sociale à grande échelle en opposant déterminisme historique et libre arbitre individuel. Oui, mais voilà, dans ce cas précis, la réalité se rapproche doucement de la fiction. Aujourd'hui, il existe une vraie discipline qui analyse les cycles historiques et les dynamiques sociales grâce à des modèles mathématiques. Son petit nom, c'est la cliodynamique. Et son objectif, comprendre les grandes tendances des sociétés humaines et pourquoi pas anticiper leurs crises futures. À plus petite échelle, forcément, on pense à Minority Report.
Ici, les précogs dépeints par Philippe Kédic ne sont pas des machines. Leurs prédictions s'appuient sur des capacités surnaturelles amplifiées par la technologie pour empêcher des crimes. Pour autant, on retrouve la thématique du déterminisme et cette idée d'un système prétendument infaillible remplaçant la dynamique judiciaire, tout comme Multivac remplace la dynamique démocratique. Des récits qui sonnent comme autant de mises en garde. Une société qui délègue son libre arbitre à des modèles prédictifs s'expose inévitablement au risque de perdre une part de son humanité. Plus récemment, plusieurs auteurs majeurs ont su travailler avec réalisme des extrapolations superbement crédibles de nos gouvernements terrestres actuels. Mentionnons par exemple la redoutable complexité orchestrée entre la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes par le duo James et Corey dans The Expanse, avec ses milliardaires manipulateurs, ses militaires repentis, ses syndicalistes déterminés et ses prolétaires mercenarisés. Ou bien celle proposée par le grand Kim Stanley Robinson, que nous avions interviewé ici l'an dernier, dans sa trilogie martienne de 1992-1996, comme dans son 2312 de 2012, avec ses intrications de clientélisme, d'objectifs politiques et financiers étroitement mêlés, et néanmoins de nouvelles constitutions à inventer. So you'll be in charge of the fleet, but military decisions stay with me. Yes. Mais c'est un autre grand auteur que je voudrais convoquer ici tout particulièrement, car il illustre avec éclat, sur un exemple précis, ce qu'est et n'est pas la science-fiction. Norman Spinrad, dont nous avons déjà parlé dans notre dernier épisode à propos de Jack Baron et l'éternité, et dans un épisode précédent à propos de Bleu comme une orange, a écrit en 1991 un roman tout à fait curieux, appelé Le Printemps russe. Formidable histoire d'amour, en Europe et notamment à Paris, entre une ingénieure russe et un astronaute américain, le roman se plante royalement sur la moitié de ses prédictions, qui, rappelons-le encore et toujours, ne sont pas l'objet de la science-fiction. La dilution conquérante d'une Russie post-soviétique dans l'Union européenne ne s'est clairement pas produite à ce jour. En revanche, la transformation de moins en moins sourde des États-Unis d'Amérique en une citadelle assiégée, entièrement centrée sur un rêve de grandeur passée et sur une mise au pas patriotique, conservatrice et fascisante de la société dans son ensemble, est dépeinte avec une justesse qui fait froid dans le dos, plus de 30 ans avant le résultat des élections de cet automne. La saisie des mécanismes de ce repli identitaire n'a, on peut dire hélas, pas pris une ride. De même que, du même auteur mais sous un tout autre angle, la nouvelle Sierra Maestra de 1975, qui au moment du succès d'un emprise anticapitaliste au sommet de l'État américain, infiltration patiemment conduite pendant plusieurs dizaines d'années, réalisait l'impuissance des gouvernants face aux mécaniques financières et économiques arc-boutées sur la défense systémique de leurs privilèges. Antoine vous parlera du pouvoir des grandes entreprises dans quelques instants. Là aussi, ça peut nous rappeler quelque chose. Parmi les grandes explorations politiques conduites par la science-fiction en termes de modalités de gouvernement, nous avons souhaité en sélectionner 4 principales. Selon que le principe retenu de manière centrale est l'économie capitaliste et l'argent plus ou moins fou, le calcul réputé rationnel conduit par l'informatique avancée, les affinités sociales de diverses natures, ou encore la délibération véritable et proche des personnes elles-mêmes. En un mot, les diverses formes d'anarchie évoluée. Premièrement, la science-fiction a su mieux que la plupart des autres genres artistiques saisir précocement le pouvoir démesuré atteint par les grandes entreprises depuis les années 1960, même si les formes en sont variables, parfois très directes, parfois plus subtiles, dans ce que l'on pourrait appeler, en étant à peine provocateur, un grand remplacement de la démocratie par les intérêts des actionnaires, réputés entraîner tout le reste. C'est ce que montre avec un éclat particulier le cyberpunk, ses précurseurs comme ses descendants, dont va maintenant vous parler Antoine. De tous les genres de la science-fiction, c'est indéniablement le cyberpunk qui a popularisé l'image des corporations hégémoniques, tentaculaires, déshumanisées et surpuissantes. Ces zaibatsu, comme on dit, du nom donné aux grands conglomérats d'entreprises japonaises entrelacées et actives dans tous les secteurs économiques. Ces zaibatsu donc sont des structures pyramidales comme leurs buildings de verre et d'acier, colonisatrices et prêtes à tout pour étendre leur pouvoir. On parle toujours de fiction, bien entendu. Elles s'appellent Tessier-Ashpool, Weyland-Yutani, Rhizome, IOI, Arasaka, UAC, OCP, MNU, BNL, RDA, Zorg, Cyberdine, Umbrella,
Sun Tzu, entre beaucoup d'autres. Elles ont en commun un pouvoir centralisé, bien que souvent disputé en interne, si puissant qu'il éclipse celui des États faméliques. Elles se livrent des guerres corporatistes sans merci, au sens propre et détourné, pour engraisser toujours plus la soif de puissance de leurs dirigeants démiurges mégalos, leur fortune et surtout leur hubris. On parle toujours de fiction, bien entendu. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Wow. What's wrong with me? Leurs employés sont autant d'esclaves ou de soldats augmentés, plus ou moins bien lotis et aliénés, modifiés ou carrément fabriqués sur mesure pour les besoins de la conquête des esprits, du monde, de l'univers. La corpo cyberpunk est la structure dystopique par excellence, qui tend à remplacer toutes les autres formes de pouvoir instituées et même de structures sociales. Tout au plus, lui résistent quelques groupes de résistants ou hackers, atomisés ici ou là, qui font le gros des personnages du genre. Les corpos sont les seuls pouvoirs, les seuls projets, le seul horizon, et ce sont leurs logos géants qui illuminent le ciel. Parmi les récents du genre, citons absolument l'œuvre géniale de Sabrina Calvo. Dans Melmoth Furieux, paru en 2021, elle imagine un Disney totalitaire et ses parcs à mi-chemin entre camps d'internement et parcs d'attractions. Dans Les Nuits sans Kim Sauvage, paru en 2024, elle suppose un Paris intégralement gouverné par les grandes maisons de luxe militarisées qui se livrent à une Fashion Week virtuelle permanente. À chaque fois, Calvo explore les liens entre intimité, imaginaire et capitalisme autoritaire. Un must-read inclassable et vertigineux. En véritable rêve libertarien, les corporations cyberpunk s'immiscent dans la vacance des États délités ou corrompus. Pour le chercheur Yannick Rumpala, dans son essai Cyberpunk's Not Dead, les mondes cyberpunk sont des mondes post-politiques, sans plus aucune notion d'humanité ou de conditions partagées, de morale, de démocratie bien sûr, ni d'intérêt général. Tout n'est que privé et individuel, et seule demeure la loi du marché, c'est-à-dire la loi du plus fort. Neil Stephenson, dans Snow Crash, traduit en français Le Samouraï virtuel, paru en 1992, évoque cette faillite des États. Il y écrit « Depuis quelque temps, la plupart d'entre eux sont des franchulats ou des banlises, bien trop petits pour avoir quoi que ce soit qui ressemble à une prison ou même à un système judiciaire. Les porte-avions nucléaires américains deviennent des yachts de richissimes rois de la bande passante et la CIA est remplacée par la CIC, qui n'est pas une banque mais la Central Intelligence Corporation, version privée de l'agence états-unienne. Dans la grande foire à la dérégulation, au profit de ces puissants conglomérats corporatistes mafieux, le seul pouvoir régalien qui semble vaguement se maintenir est la police. Dans l'univers du jeu vidéo Disco Elysium, le quartier de Martinez est un district délabré de la ville de Revachol, où s'affrontent des syndicats mafieux et des corporations sans pitié, sous la supervision d'une police dépassée, elle-même plus ou moins privée d'ailleurs, et franchement incompétente, puisque c'est nous qui l'incarnons. It's too late now. Dans la plupart des œuvres de ce genre, même si Disco Elysium n'est pas stricto sensu cyberpunk, la police est tout ce qui reste de la puissance publique. Elle est généralement dédiée à deux tâches en particulier qu'elle exerce avec une égale violence. 1. Opprimer les bas-fonds et 2. Veiller à une forme minimale de régulation des excès liés à la technologie, exercée a posteriori. On vous a déjà parlé de l'animé Psycho Pass dans notre épisode sur la surveillance. C'est un cas emblématique ici aussi. Le film Chappie de Nell Blomkamp, paru en 2015, montre la dégradation des services publics et la surenchère militariste des forces dites de l'ordre. Des robots matons, tagués jusqu'aux yeux, font régner la terreur dans les ghettos insalubres où s'entasse la population pauvre de Johannesburg, sur fond d'émeutes et de guerres de gangs. De quoi rappeler très fortement le Robocop de Paul Verhoeven sorti en 88, où le cyborg policier est la propriété de la corpo OCP qui veut remplacer la police officielle de la ville de Détroit, ou Detroit en américain. Dans un cas comme dans l'autre, la seule perspective de la population est de subir une armée de robots ultra-violents et plus ou moins privés, destinés à les garder sous contrôle et à mater une criminalité uniquement envisagée sous l'angle de la violence de rue. Robocop ne peut pas, by design, s'attaquer à sa propre corpo. My program will not allow me to act against an officer of this company. Haro sur les pauvres donc, tandis que les multinationales achèvent de se partager le cadavre de l'État. Pourtant, il arrive aussi que des corporations équivalentes œuvrent pour une certaine idée du bien. En même temps, elles disent tout ça. Vous connaissez leurs noms, Wayne Enterprise et Stark Industries.
Les deux remplissent tous les critères des corporations cyberpunk. Verticalité, empires commerciaux opaques, gouvernance ultra centralisée, haute technologie, affranchissement du contrôle étatique, mégalomanie évidente. Ces entreprises permettent à leurs propriétaires respectifs de développer du matériel de haute technologie pour revêtir les costumes, l'un de Batman, l'autre d'Iron Man, et défendre leur vision toute personnelle et un peu névrosée de la justice. Une justice encore et toujours considérée comme le seul angle de la lutte violente contre la violence urbaine. Pourtant, pas sûr que Bruce Wayne mette autant d'énergie à lutter contre l'évasion fiscale que contre le Joker, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, une vision de la corpo « gentille », entre guillemets, nourrie au libéralisme américain et au mythe du self-made man génial. Restez connectés parce qu'on en reparle sous peu. La scène initiale du premier roman de Neil Stephenson, Snow Crash, en 1992, que mentionnait Antoine à l'instant, est inoubliable. Pour livrer une pizza, héros protagoniste, le héros commodément nommé de toute l'histoire, doit traverser pas moins de 6 frontières. Dans les rêves de ces méga-entreprises-là, il n'y a de bons états que vassalisés et surtout les plus minuscules possibles. Quand il ne s'agit pas, pour pousser les choses au paroxysme, d'acquérir soi-même le statut d'un état, incluant des lois propres et un territoire géographique. Entre quête permanente d'une justice exercée uniquement par d'autres entreprises et demandes insistantes d'extraterritorialité, on peut bien se dire que le business de Ian Banks, publié en 1999, avec son monstrueux cabinet de conseil cherchant à acquérir littéralement une petite nation, y compris son siège à l'ONU, ou bien la nouvelle Nulle part à l'Hyverion de Serge Lehmann, publiée en 1996 et servant largement d'assise à son magnifique cycle Faust de 1997, réédité et complété en 2019, qui transformait en formidable roman populaire d'aventure la bien réelle mainmise de l'économie privée sur la sphère publique, parfaitement observable à l'époque. Deuxièmement, la gouvernance démocratique peut s'appuyer sur, s'abandonner à ou se réfugier dans l'informatique. Je veux évoquer ici quelque chose qui restera assez loin tout de même du fantasme du méga-ordinateur surpuissant qui a servi l'humanité directement ou indirectement. Subtilement lorsqu'il s'agit du Shalmaneser de John Brunner dans son Tous à Zanzibar de 1968, plus bestialement lorsqu'il s'agit du Skynet de Terminator en 1984 ou du complexe alpha du sublime jeu de rôle Paranoia de Greg Costikyan en 1984 également. Non, l'informatique avancée, que certains persistent à vouloir appeler intelligence artificielle, apparaît dans beaucoup d'œuvres de ces dernières années, et non des moindres, comme un recours possible pour l'humanité et pour la démocratie, moyennant quelques ajustements et quelques prises de risques politiques ou métaphysiques. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. On songera certainement au vaste cycle de la culture de Ian M. Banks, publié entre 1987 et 2012, déjà largement évoqué dans Planète B lors de notre entretien avec Alice Karabédian, dans lequel l'humour noir et l'intelligence narrative échafaudent, volume après volume, une magnifique société d'abondance galactique, libertaire et hédoniste, où cohabitent en harmonie machines très évoluées, qui peuvent s'occuper de tout si nécessaire, et humanoïdes de toutes espèces apportant leur écho d'imprévisibilité, jusqu'au moment où doivent être affrontées certaines menaces extérieures. Cette œuvre mériterait au moins un épisode entier de Planète B, on y reviendra sans doute. Plus près de nous, 3 romans tout à fait notables mettent en scène avec brio le recours à l'informatique avancée comme moyen central de gouvernement, avec ses garde-fous et ses indispensables courroies de rappel, qui se révéleront plus ou moins efficaces à l'usage. Résolution de l'ICAM en 2019 donne tout son sens, selon le joli mot d'Ariel Kirou, à la notion d'anarchie assistée par ordinateur et de vérité opérationnelle, loin des fantasmes corporate contemporains. Les Déliés de Sandrine Roudot, en 2020, s'inscrit dans un futur très proche, nourri des luttes sociales et des échecs populaires de ces dernières années, tout particulièrement en France, pour envisager avec un magnifique sérieux la remise des clés gouvernementales à un méga-ordinateur ayant intégré en puissance la notion même de bien commun. Gnomon de Nick Harkaway en 2017, ouvrage que nous avions déjà évoqué dans notre épisode traitant de la surveillance, propose sans doute quant à lui l'une des formes les plus achevées de résolution informatique et citoyenne, sous des formes plutôt extrêmes, de l'équation sécurité-liberté qui hante la philosophie politique au moins depuis le Léviathan de Thomas Hobbes en 1651. Et Gnomon est un ouvrage vertigineux à beaucoup plus d'un titre. L'informatique avancée dans la science-fiction mériterait plusieurs épisodes dédiés de Planète B, on y travaille. Mais je voudrais néanmoins souligner ici un ouvrage en particulier, le court roman de Stéphane Beauverger, intitulé « Collision par temps calme », publié en 2021. Lui aussi résout, en véritable utopie concrète, l'équation sécurité-liberté de Thomas Hobbes. Mais il le pratique d'une manière à la fois beaucoup plus apaisée et beaucoup plus réaliste que le talentueux Nick Harkaway, en nous offrant peut-être surtout,
en même temps qu'une vraie réflexion sur ce que signifie au fond la sécurité absolue, une plongée dans les arcanes du contrôle citoyen éclairé d'une informatique dont les algorithmes sont toujours davantage avancés mathématiquement et dont l'apprentissage profond devient potentiellement opaque, même pour des experts chevronnés. La science-fiction la plus spéculative touche ici, une fois de plus, certaines préoccupations absolument quotidiennes de notre époque d'État se voulant toujours plus numérique. Troisièmement, et cette exploration-là vous semblera peut-être la plus surprenante, il existe une autre tentation face à l'affaiblissement et au blocage de la démocratie, celle d'un repli identitaire, non pas sur le modèle de la forteresse fascisante déjà évoquée, mais sur celui en apparence infiniment plus bénin de l'affiliation par affinité. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. Infiniment plus bénin, il faut quand même le dire vite, car on me fera observer à raison que certaines des pires théocraties, avouées ou non, pourraient prétendre n'être au fond que des regroupements par affinité, regroupements peut-être un peu plus musclés que d'autres. Commander, you and I both know the provisional government is made up of political opportunists, too busy fighting amongst themselves to care what happens to Bajor. Bajor needs a leader, someone the people will listen to, someone they can trust. Neil Stephenson, encore lui, peut faire figure de précurseur dans cette exploration-là, avec son poignant L'âge de diamant, publié en 1995. À la fois roman d'apprentissage, quasiment digne d'un Charles Dickens du futur, et réflexion subtile sur le tribalisme culturel, ou républicanisme distribué, rendu accessible à l'échelle mondiale, grâce à certaines technologies désormais existantes, permettant à des populations entières de s'affilier individuellement ou collectivement à des régimes géographiquement distants. À beaucoup plus grande échelle, imprégnant profondément toute sa toile de fond, c'est aussi ce concept que développe Ada Palmer dans son monumental Terra Innota, publié en 4 volumes, 5 en français, entre 2016 et 2021, dans lequel l'invention d'une technologie de transport ultra rapide et très bon marché, la fin des États-nations et de sanglantes guerres de religion ont débouché sur une paix presque surprenante sous l'égide de 7 ruches mondiales affranchies des contraintes géographiques, recrutant leurs affiliés sur la base d'un volontariat parfois subtilement dévoyé. Ces démocraties du troisième type, qui n'ont d'ailleurs pas fatalement à être démocratiques au sens classique du terme, comme l'explore tout particulièrement Ada Palmer à travers plusieurs de ces 7 ruches, peuvent sembler particulièrement tentantes, conciliant la quête forcenée d'individualisme qui hante le capitalisme tardif et le sens, même minimal, du collectif qui doit malgré tout assurer certaines bases sociales toujours indispensables. Mais le communautarisme éventuellement étroit et contraignant qui s'y glisse de manière sous-jacente, comme l'omniprésence des bulles cognitives qui y sont favorisées, mérite aussi toute l'attention de la science-fiction. Et c'est pourquoi il faut absolument recommander la lecture du roman Hors sol, publié en 2018 par le regretté Pierre Alféry. En imaginant un monde dantesque, réduit à quelques centaines de capsules spatiales de sauvetage, orbitant autour de la Terre en haute atmosphère, après la panne de leur vaisseau mère qui fuyait la surface devenue littéralement invivable du fait de la hausse des températures, l'auteur, qui fut principalement un poète, ce n'est sans doute pas ici un hasard, a concocté à la fois un magistral thriller policier et une satire hilarante de nos horizons réduits aux réseaux sociaux, de celles et ceux qui partagent nos opinions et nos hobbies, en poussant les prémices et les effets à leur paroxysme pour un résultat ô combien salutaire. Nous chanterons le chant des cerises qui fleura bien mieux le merle moqueur. Quatrièmement et dernièrement, et c'est sans doute là que se déploie la plus grande part de la puissance d'imagination politique de la science-fiction, comme nous l'avions largement évoqué lors de nos épisodes consacrés à l'utopie, il nous faut parcourir brièvement l'invention de formes d'organisation politique redonnant tout son sens à un concept de démocratie affaibli et démonétisé par tant d'années d'abus, d'avidité et de convoitises actionnariales, y compris sous leur forme de capitalisme d'État hybride, dans certains grands pays, héritiers plus ou moins lointains d'un communisme largement dévoyé. C'est ici que l'on lira avec bonheur le passionnant Utopia de Camille Le Boulanger, publié en 2022, avec tous ses aspects apparemment si terre-à-terre et pourtant si décisifs, le magnifique Les Chants de la Lune
de Catherine Dufour, publié en 2024, avec sa crépusculaire survie humaine sous la surface de la Lune et son utopie de chiens, de chats et de robots, éventuellement en gestation, et la monumentale trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, à nouveau, publiée entre 1992 et 1996, au sein de laquelle la construction d'une nouvelle constitution pour l'ex-colonie martienne, qui occupe presque la moitié du 3e tome, pourrait quasiment servir par avance de conclusion à cet épisode. Surtout, naturellement, il faut lire les réflexions libertaires profondément ancrées, imaginées par Ursula K. Le Guin, dont Clémence va vous parler à présent. Incontournable quand on parle d'anarchie dans la science-fiction, on ne pouvait pas passer à côté des Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. Publié en 1974, ce roman nous embarque dans une expérience de pensée politique et anthropologique passionnante. On y découvre 2 planètes voisines, jumelles presque, mais que tout oppose. D'un côté, Uras, planète capitaliste, hiérarchisée, prospère mais profondément inégalitaire. Un peu comme notre monde à nous, quoi. De l'autre côté, Anarès, anarchiste, colonisé 2 siècles plus tôt par des révolutionnaires. En guise de fil conducteur, l'histoire de Chevek, physicien de génie qui navigue au propre comme au figuré entre les 2 planètes. Né sur Anarès, il a grandi dans un monde où la propriété n'existe pas. Une société bâtie sur les principes de partage et d'égalité, où chacun est libre. Oui, mais Anarès n'est pas un paradis pour autant. Vie frugale, environnement hostile, rigidité bureaucratique, les conditions de vie y sont difficiles. Alors, Chevek décide de partir voir si l'herbe est plus verte sur la fertile Uras, et si ses théories scientifiques visionnaires y trouveront un peu plus d'écho que chez lui. Tout au long du roman, on alterne entre le passé, la jeunesse et la vie de Chevek sur Anarès, et le présent, son voyage sur Uras, et sa découverte de la société Urasti. Grâce à cette structure narrative astucieuse, Le Guin crée un jeu de miroir permettant d'explorer les 2 systèmes de manière organique. L'éducation de Chevek, le fait de grandir dans un monde où l'on ne possède rien, où le mot « posséder » même n'existe pas, a ancré en lui un rejet d'Uras et des profiteurs qui y habitent. Mais sa personnalité, sa quête perpétuelle de liberté, y compris liberté de penser différemment, le conduit à critiquer Anarès. Vu de loin, Uras joue sur l'illusion du libre arbitre. Là-bas, tout semble possible. Mais une fois sur place, Chevek découvre vite que tout est possible, surtout pour celles et ceux qui en ont les moyens. Bon, le système capitaliste, quoi, ça va, on connaît. Sur Anarès, c'est différent. La liberté individuelle est toujours en tension avec la nécessité du collectif. Tout est partagé, mais en contrepartie, la pression sociale est énorme. David Meulemans l'explique bien dans la préface du roman. Sous l'apparence d'une simplicité consentie, la société anarchiste d'Anarès a comme déporté le poids de l'autorité. Ce n'est pas le gouvernement qui pèse sur les sujets, car il n'y a pas de gouvernement. C'est chaque sujet qui pèse sur lui-même, car il est tenu à un idéal éthique écrasant. Et chaque sujet pèse sur les autres par un contrôle mutuel et permanent. Et si vous sortez des clous, ce n'est pas la prison. Il n'y en a pas sur Anarès. C'est bien pire. On vous ignore, on vous isole. L'exclusion devient la punition ultime dans une société où le collectif est sacré. Ce n'est pas pour rien que Le Guin qualifie son roman d'utopie ambiguë. Et c'est là toute sa force. Elle ne présente pas l'anarchie comme un idéal parfait, mais comme une expérience humaine avec ses contradictions, ses réussites et ses échecs. Elle pose des hypothèses et semble observer l'évolution logique de son protagoniste, comme le ferait une chercheuse dans un labo. David Meulemans l'affirme, les systèmes politiques déshumanisent. Ce qui reste le trait de toute l'humanité, c'est la transgression. Les Dépossédés est un mélange de cynisme et d'espoir. Cynisme devant l'impossibilité des hommes de se gouverner sans toujours produire de l'inhumain. Espoir devant la puissance d'insurrection qui se loge dans le cœur de chaque individu et qui survivra à toute expérience politique. Avec les Dépossédés, c'est précisément une expérience de réflexion transgressive qu'Ursula Le Guin nous propose. Elle ne prône pas de dogme, ne donne pas de réponse, mais elle ouvre des portes et nous invite à repenser nos certitudes. Derrière l'obsolescence potentielle d'une forme historiquement imparfaite, mais pragmatiquement acceptable de gouvernement, celle dont nous vous avons parlé au cours de cet épisode à travers notre prisme science-fictif, le philosophe Giorgio Agamben fait de l'état d'urgence permanent le véritable fossoyeur de la démocratie. 2 œuvres de science-fiction, pourtant fort dissemblables, nous permettent de peser le sort du vivre ensemble, à petite ou à grande échelle, à l'aune de cette course contre la montre permanente. La stratégie Ender d'Orson Scott Card, publiée en 1985, mais davantage encore ses préquels publiés entre 1999 et 2012 à partir de la stratégie de l'ombre,
détaille avec intelligence et imagination la manière dont l'urgence géopolitique, réelle, perçue ou entretenue, façonne les formes acceptables et acceptées de gouvernement. Tandis que la série télévisée Battlestar Galactica, la deuxième, celle de 2004 et non la pionnière de 1978, organise avec un extrême brio le crash test ultime de la démocratie, amené à osciller entre survivance des checks and balances états-uniens, théocratie plus ou moins illuminée, résurgence du prolétariat et formes variées de dictature militaire, sous la pression constante d'un ennemi bien décidé en apparence à éradiquer l'humanité de manière définitive. We're getting slower. Maybe this time. Comme le rappelait Jacques Rancière dans La haine de la démocratie en 2005, la démocratie est une praxis, non un ensemble d'institutions. Et au cœur de cette praxis, comme un rusé point aveugle, il y a peut-être bien la question du consentement à l'autorité, dont Antoine va maintenant nous parler pour conclure cet épisode. J'avais à cœur de conclure cet épisode en faisant un petit pas de côté, nous éloignant un peu de la science-fiction classique pour aller vers la fable mythologique, si tant est qu'on puisse coller une étiquette sur le chef-d'œuvre absolu dont je vous parle maintenant. Fresque gothique, flamboyante, absolument indépassable, la série de BD Monsieur Mardi Gras des Cendres a été publiée de 1998 à 2005 par l'auteur français Éric Liberge, dont elle constitue le grand œuvre. Les premières éditions sont épuisées, mais une très belle intégrale a été éditée chez Dupuis, qui édite aussi la préquelle parue en 2016. Dans Mardi Gras des Cendres, tous les personnages sont morts. Squelettes sans nom ni identité, jetés sans aucune explication dans un désert de cendres infini, seulement ponctué d'architecture gothique vertigineuse, se générant d'elle-même, qui rappelle à la fois Blam de Tsutomu Nihei, oui ça se dit Blam, les cathédrales gothiques du nord de l'Europe et les prisons infinies dessinées par Piranesi. Livrés à cette piètre condition, ces foules de morts pas vraiment morts tuent le temps en se bourrant la gueule aux métaux lourds, en débattant philosophie et théologie, en recherchant des grains de café seuls à même de leur ramener des souvenirs brefs de leur existence terrestre, et en essayant difficilement de se rappeler ce qu'ils foutent là, et s'ils ont mérité ce sort au regard d'une quelconque règle divine ou karmique compréhensible. Surtout, ils se demandent quoi faire à présent. Et c'est là que ça intéresse notre sujet du jour. Certains fondent des sectes, des dictatures, des groupes de rebelles pour s'opposer à ces dictatures, des écoles de pensée pour donner un sens ou une occupation à leur non-vie. Toute une société se reconstruit en marchant sur la tête, recréant des hiérarchies, des pouvoirs et des luttes à défaut de répondre aux questions existentielles qui permettraient d'affronter l'absurdité de la situation. Bref, même sous forme de squelettes rafistolés et privés de tous les plaisirs terrestres, dans un monde extrêmement dépressif, la vie continue avec son lot de questions existentielles sans réponse, de pouvoir d'agir, d'illusions, d'amitié et d'inimitié, d'oppression injustifiée des uns sur les autres. Il faut bien appeler vie ce qui n'est pas encore le néant. Mardi Gras des Cendres rend manifeste la question du sens et de la légitimité de l'autorité dans un monde absurde, au sens d'Albert Camus. Puisque nous sommes tous morts, réduits à notre plus simple appareil, squelettes indifférenciables dans une foule errante sur les plaines de Pluton, pourquoi accepter le règne absurde du dictateur, la violence de sa milice servile, les édits stupides de son administration kafkaïenne ? On ne contracte pas. Autant de questions qui invitent à interroger la légitimité des institutions et des pouvoirs quels qu'ils soient, après ou avant la mort. Et à reconnaître, sans doute, la valeur de l'idéal démocratique en ce qu'il invite les morts en sursis à s'autodéterminer indépendamment d'une signification transcendantale à l'existence. Franchement, jetez-vous sur cette BD. Si cet épisode vous a plu, merci de soutenir Planète B et Blast, qui dépendent uniquement de vous par vos abonnements, vos dons, votre bouche à oreille et vos manifestations d'intérêt. C'est vous qui êtes plus que jamais notre carburant bio et non fossile indispensable, notre source d'énergie démocratique et renouvelable. Silent Green is people!